8 milliards d'humains sur Terre. Est-ce viable? Est-ce suicidaire? Pourquoi cette population serait-elle normale? Pourquoi serait-elle excessive? Et si oui, de combien? Après tout, jusqu'ici, tout va plutôt bien. Je mange à ma faim tous les jours, je suis logé. Je suis soigné gratuitement. Je trouve tout ce que je veux dans les magasins. Je fais du sport. Parfois, je pars en vacances et me ressource. Finalement, dans ma bulle, tout baigne, seul au monde, ou presque. Et si notre réalité n'était pas trop que multiplie trop nombreux, mais excessif que multiplie pléthorique? Et ailleurs le même jour, ou au même endroit quelques mois plus tard ou plus tôt. Film catastrophe? Une réalité quotidienne tout autour du globe, du nord au sud, d'est en ouest. Une guerre localisée, provoquée par une poignée d'autocrates nostalgiques des pires dictatures, suffit à mettre à mal le système alimentaire mondial. Mais cette absence totale de résilience de l'accès de tous au minimum vital ne date pas de la guerre d'Ukraine, ni même de la Covid. Certes, la Covid a aggravé la situation, et la guerre en Ukraine aussi, mais cela fait des années que la sous-nutrition a cessé de décroître. La courbe grise représente l'évolution du nombre d'humains sous-nutris dans le monde en fonction des années. Alors que la décroissance du nombre de sous-nutris était rapide jusqu'en 2007, ligne verte, le progrès ralentit au moins depuis cette année-là. C'est la flèche orange. Nous ne notons aucun progrès entre 2012 et 2017 et malheureusement, nous constatons une dégradation absolue depuis 2017. Ceci est vrai en valeur absolue, courbe grise, et en pourcentage, courbe orange.
La FAO prévoit de l'ordre de 800 millions d'humains sous-nutris d'ici 2022, ce qui sur 8 milliards représente 10% de la population mondiale. Et pourtant, nous n'avons accepté aucune limite à notre expansion anthropique au détriment des milieux naturels et de toute la biodiversité. La crise alimentaire et la crise climatique se transforment dorénavant en crise de la biodiversité. Les anciennes canopées des forêts pluviales font place à la latérite. Le maigre sol est lessivé, épuisé en quelques années. La forêt se transforme en une savane ou en champ de soja pour nourrir des bovins tout autour du monde. Sans apport massif d'engrais et autres intrants, le Cerrado et tant d'autres terres tropicales autrefois luxuriantes retourneront à la latérite et à une savane sèche sous l'effet de l'appauvrissement des terres et du changement climatique. Le Cerrado est le biotope le plus menacé de l'Amérique du Sud à cause de l'expansion de l'agriculture. Environ 50% de la région est actuellement utilisée pour l'homme et près de 40% de sa superficie naturelle a été convertie en zone de pâturage ou de culture. Le Cerrado a perdu plus de 30% de sa surface totale en à peine 13 ans, de 2004 à 2017. Moins 30% en 13 ans, et cela ne suffit toujours pas. Mais n'oublions jamais notre propre réalité. Nous avons depuis des millénaires renoncé à la préservation sérieuse de nos véritables milieux naturels. Zone bénéficiant d'une protection forte, seulement 1,5%. Zone partiellement naturelle, appréciée avec beaucoup d'indulgence, 7,5%. Sylviculture, 26%. Terres agricoles, 59%. Terres totalement artificialisées, 6%. Certes, il y a un sérieux problème dans nos pratiques agricoles, dans les échanges internationaux. Mais il y a surtout un problème de quantité à fournir, et donc d'espaces naturels artificialisés et à artificialiser encore et encore, pour le seul bénéfice de l'espèce humaine et au détriment absolu de la biodiversité, de toutes les autres espèces vivantes et de l'évolution naturelle. Non seulement nous réduisons la surface des espaces naturels, mais pire encore pour la biodiversité, nous les fragmentons. Toute fragmentation conduit inévitablement à un appauvrissement en nombre d'espèces, à une pénétration de toutes les autres formes d'agression, pollution, incendie, braconnage, tourisme agressif, chasse, bruit, bétonnage, goudronnage. Les effets sont d'autant plus pervers que les dégradations et pertes de biodiversité sont étalées dans le temps et sont donc non anticipées par les études d'impact. Et ce n'est pas parce que la fragmentation des milieux naturels intervient en mer, loin de nos yeux et nos oreilles, que le phénomène est moins nocif. Partout, la biodiversité s'effondre sous la pression de l'homme. La nature décline globalement à un rythme sans précédent dans l'histoire humaine et le taux d'extinction des espèces s'accélère. Même les océans sont surexploités pour tenter de subvenir aux besoins insatiables de l'humanité. Et qu'importe si la faune et la flore océaniques en paient le prix. Il en faut toujours plus, et la faune sauvage sert de variable d'ajustement. Jusqu'où? Jusqu'à quand? Pourquoi? Jusqu'à quand? Peut-être plus pour bien longtemps. Les prélèvements totalement excessifs de la biodiversité marine, pourtant apparemment insuffisants pour nourrir industriellement 8 milliards d'humains, mettent en danger les modes d'alimentation ancestraux de millions d'individus. D'autant que l'acidification des océans, due au rejet de CO2,
met à mal la formation des squelettes de tous les micro-organismes marins, base de la chaîne alimentaire marine et donc de la ressource. À force de rechercher sans cesse de nouvelles ressources à exploiter, arbres, viande, minerais, nous réduisons, nous fragmentons drastiquement des espaces naturels vierges. Nous créons une proximité accrue avec la faune sauvage, nous nous exposons à de nouvelles zoonoses. Inutile de maudire singes, chauves-souris, eider aduvet ou pangolins. Ce ne sont pas eux qui colonisent nos habitats. La densité de population humaine accroît, le risque de transmission, le risque de transformation de zoonoses localisées en épidémies, puis les échanges incessants, notamment pour les ressources alimentaires et minières, aboutissent à des pandémies. Mais soyons-en certains, nous avons compris la leçon. Le monde d'après ne ressemblera plus jamais au monde d'avant. Heureusement, grâce à Poutine et sa clique, nous parlons un peu moins de pandémie. Nous pouvons à nouveau nous consacrer aux choses sérieuses, la crise énergétique. Et, aux surprises, on reparle de pénurie. On aurait pu en profiter pour s'interroger sur les questions stratégiques de fond, l'approche inexorable du pic pétrolier, du pic du gaz, bref, l'épuisement inévitable. On aurait pu chercher à prioriser nos usages pour être certain que les générations futures disposeront encore de ces ressources lorsqu'elles ne sont pas substituables. Les événements nous montrent d'évidence la fragilité, l'absence totale de résilience de notre système, mettent en exergue la proximité de la pénurie absolue. Pour autant, notre questionnement n'est pas « Pourquoi consommons-nous autant et épuisons-nous si vite une ressource strictement non renouvelable ?» mais « Comment faire pour exploiter au plus vite les gaz de schiste? Comment faire pour revenir rapidement en arrière et rouvrir les centrales au charbon? Comment faire pour éviter que les prix flambent ?» Une fois encore, la réflexion est à court terme, à court terme, à court terme, au mépris du futur de l'humanité et des autres êtres vivants. Mais, au moment où l'on n'y croyait plus, la vertu triomphe enfin devant nos yeux ébahis. On va relancer les énergies renouvelables et électrifier le parc automobile. Et épuiser encore plus vite les ressources minérales strictement non renouvelables au détriment des générations futures qui n'auront que leurs yeux pour pleurer. Quand comprendra-t-on que le problème n'est pas comment, mais combien? Nous ne manquons pas de technologie, mais de ressources pour les mettre à la disposition de tous. Une fâcheuse coïncidence ou une cause unique? Non, nous ne sommes pas frappés de malchance à répétition. Nous ne sommes pas victimes de punitions divines. Ce n'est pas la nature qui se venge. La nature n'est dotée d'aucune intentionnalité, bonne ou mauvaise. Nous nous heurtons seulement aux lois de la géométrie, de la physique, de la chimie, de la biochimie, de la biologie et de la statistique. Si nous sommes assez fous pour essayer de les nier, inutile d'en rejeter la faute sur des concepts métaphysiques, sur les chauves-souris ou sur le battement d'ailes d'un papillon. Le problème est moins comment que combien consomme-t-on. Pourquoi consomme-t-on chaque année plus de biens, a priori renouvelables, que ce que la Terre peut régénérer? Pourquoi consomme-t-on autant et épuise-t-on si vite
des ressources strictement non renouvelables. Qui consomme et que se passerait-il si nous consommions tous autant? Mais d'abord, commençons par le simple constat des faits. Combien consomme-t-on chaque année collectivement, nous, les 8 milliards d'humains? Voici quelques exemples. 7 milliards de tonnes pour le charbon, 5 milliards de tonnes de ciment, 15 milliards de tonnes pour le sable, métaux, 2 milliards de tonnes, 5 milliards de tonnes pour ce qui concerne les céréales, légumes et fruits. Est-ce vraiment bizarre que toutes ces consommations s'expriment en milliards de tonnes? Et cela continue. 36 milliards de tonnes pour nos rejets de CO2. Alors, en moyenne, que consommons-nous individuellement? L'ordre de grandeur, c'est 630 kg par personne et par an pour les céréales, légumes et fruits, 40 kg pour la viande et le poisson. Si on ramène à une consommation journalière, on arrive à 1,7 kg de végétaux et 100 g de viande. Ça ne paraît pas énorme, mais attention, c'est une moyenne. Passons aux autres types de consommation. 250 kg par personne et par an pour les métaux. Oups! Les engrais, 25 kg par personne. Et vous le voyez, pour les autres consommations, on parle de tonnes. 2 tonnes, par exemple, de sable par personne et par an. Oups! La pression que nous exerçons collectivement sur la planète est la conséquence directe de notre consommation collective globale. Pression sur les ressources, pression par les rejets de polluants, pression sur les milieux naturels. En fait, ce qu'on a vu à travers les exemples particuliers, c'est que notre consommation collective globale est le produit de la consommation moyenne par individu par le nombre d'humains. Par exemple, pour les métaux, 0,25 tonnes par personne, que multiplie 8 milliards d'humains, ça donne bien 2 milliards de tonnes de métaux consommés chaque année par l'humanité. Est-il possible d'évaluer si cette consommation globale est réellement excessive ou pas? Oui, au moins pour les usages susceptibles d'être renouvelés spontanément par la vie sur Terre et dans les océans. Il suffit d'évaluer ce que la Terre peut produire d'arbres, de plantes, d'animaux annuellement et de comparer avec ce que nous consommons et détruisons de ces ressources a priori renouvelables. C'est ce que réalise chaque année une communauté de scientifiques regroupés au sein du Global Footprint Network. Leurs calculs montrent qu'il faudrait actuellement à l'humanité 1,7 terres pour renouveler ce que nous consommons. Plus d'une terre? C'est absurde. En fait, la situation est absolument similaire à celle de notre épargne si nous dépensons chaque mois plus que ce que nous gagnons. L'épargne terre ne tombe pas forcément à zéro la première année, mais elles fond plus ou moins rapidement. Nous pouvons nous comporter ainsi pendant quelque temps, mais à terme, la catastrophe est assurée. C'est très exactement ce que nous faisons avec nos milieux naturels qui rétrécissent, nos terres agricoles qui s'épuisent, nos deltas stérilisés par le sel, nos océans qui se vident, et tous les services écosystémiques autrefois gratuits. Petite nuance presque sans importance. Ce ne sont pas nos milieux naturels, nos océans qui dépérissent, mais un bien commun à tous les êtres vivants. De façon alternative à cette notion de nombre de terres, nous pouvons nous demander à partir de quel jour de l'année nous commençons à grignoter le capital, car nous avons déjà dépensé ce que la Terre peut renouveler dans l'année. C'est la notion de jour du dépassement. À l'heure actuelle, l'humanité commence à piocher dans ses économies à partir de fin juillet. 5 mois sur 12, nous ne compensons pas nos dépenses. Ou si vous préférez, nous sommes dans le rouge le 18 de chaque mois. 12 divisé par 7, cela fait 1,7.
il nous faudrait bien 1,7 terres dont nous ne disposons pas, et donc nous épuisons les ressources inexorablement. La représentation en jour du dépassement permet une comparaison entre pays. Par exemple, si toute l'humanité vivait comme un Français moyen, le jour du dépassement ne serait pas le 28 juillet, mais le 5 mai. Le 5 mai, le 125e jour de l'année sur 365, il faudrait 2,9 terres. Ce schéma représente les jours du dépassement pour de nombreux pays, et la France pointe bien le 5 mai. Certes, nous ne sommes pas les plus mauvais élèves, mais la Jamaïque sort le 20 décembre. De très nombreux pays ne sont même pas représentés, car leur consommation ne dépasse pas la capacité de renouvellement. Non, nous ne sommes pas pour rien dans la surexploitation des océans tout autour du globe, dans la déforestation de l'Amazonie, de l'Afrique et des forêts boréales. Nous ne sommes pas pour rien dans le réchauffement global et ses conséquences sur la baisse de la productivité agricole hors de nos frontières. Le jour du dépassement ne prend pas en compte tous nos prélèvements. Il caractérise essentiellement la capacité de la Terre à régénérer ce que nous consommons ou détruisons de matières vivantes ou fossiles. Mais nous consommons aussi des matières non renouvelables, des métaux, des terres rares, des sources d'énergie que nous dispersons, par exemple le cobalt. Et dans ce cas, la perte en capital est exactement égale à la consommation, sauf pour la toute petite partie recyclable et réellement recyclée. La consommation 2013 du cobalt fait apparaître 6 grands usages. Les 4 en vert sont absolument indispensables à l'économie moderne et le cobalt est pratiquement non substituable pour ces applications. À l'époque, en 2013, les batteries et les aimants pour moteurs électriques pompaient déjà 43% de la consommation mondiale. Mais c'était avant la montée en puissance des véhicules électriques et des miraculeuses éoliennes. Et c'est ainsi que commence le conte de la fée Cobalt. Il était une fois un métal qui colorait des piscines profondes, d'un bleu turquoise. Les plages elles-mêmes étaient couvertes de cette pierre à nulle autre pareille. Grâce à la bonne fée Cobalt, les réserves exploitables, ici en vert, augmentaient chaque année. Beaucoup plus vite il y a 20 ans qu'aujourd'hui, mais elles augmentaient. Toujours. On pouvait raisonnablement espérer avoir un jour 10 millions de tonnes de réserves. Évidemment, la fée Cobalt nous incitait à consommer toujours plus de cobalt, année après année. La courbe de consommation paraissait bien pentue. Mais comme l'échelle était multipliée par 40, il n'y avait, clairement, pas de quoi s'inquiéter. Un jour, un mauvais génie, un peu simpliste, eut l'idée saugrenue de calculer combien il restait d'années d'exploitation au rythme de l'année en cours, par simple division des réserves par la consommation. En 1996, la bonne fée Cobalt disposait de 210 ans de réserve. 25 ans plus tard, les réserves n'étaient plus que de 49 ans, au rythme des prélèvements de 2021. Et pourtant, la quantité de réserves en tonnes a encore augmenté l'an passé. Mais la belle histoire ne s'arrête pas là, car de façon tout à fait rationnelle, pour tenter de limiter le changement climatique, la fée Cobalt décide d'électrifier l'économie à marche forcée, notamment pour l'automobile, moteur et batterie. L'électrification du marché mondial de l'automobile nécessiterait 14 millions de tonnes de cobalt pour une réserve actuelle de 8 millions de tonnes. Un oiseau de mauvais augure, l'Agence internationale de l'énergie. Elle prévoit logiquement, dans la perspective de ce nouveau besoin de cobalt, une croissance de la consommation de 11% jusqu'en 2030, puis 4,5% au-delà. À ce rythme, les réserves vont fondre, comme la banquise sous l'ardeur du réchauffement climatique.
Oui, mais pendant ce temps, on va peut-être faire des découvertes et des mises en exploitation de nouvelles mines de cobalt. Hypothèse. Pas de nouvelles découvertes et mises en exploitation rapides. Dans ce cas, les réserves suivront la courbe rouge, sans doute exagérément pessimiste. Seconde hypothèse, le rythme des découvertes de gisements et mises en exploitation sera le même qu'aujourd'hui. Les réserves suivront la courbe orange. Enfin, soyons optimistes. Le rythme des découvertes sera 2 fois plus élevé qu'aujourd'hui et les mises en exploitation rapides. Les réserves suivront alors la courbe verte. 2040, 2044, 2048. La date exacte de l'épuisement n'a en réalité pas grande importance. Quoi que l'on fasse, le mur semble bien proche. Comment la bonne fée Marché sauva la fée Cobalt? Mais en fait, grâce à la bonne fée Marché, il n'y aura probablement jamais épuisement total des réserves de cobalt. Pourquoi? Parce que la rareté finira par peser sur le prix. En effet, ce sont les gisements les plus simples, les moins coûteux en investissement, qui sont exploités en premier. La rareté faisant augmenter le prix, des gisements non rentables aujourd'hui deviendront exploitables demain. Le coût de revient du minerai des nouvelles exploitations augmentera, puis le prix des batteries, jusqu'à ce qu'un grand nombre de clients potentiels soient éjectés du marché. Tout ira bien pour la fée Cobalt tant que l'augmentation du prix compensera la baisse de production et la hausse du prix de revient. Comme pour le pétrole, on cherchera à puiser encore et toujours jusqu'au fin fond de l'Arctique ou des océans, à n'importe quel prix, pour quelques happy few de moins en moins nombreux. Pour les autres, le déclassement. Comme d'habitude, il y aura 3 victimes, toujours les mêmes. Les plus déshérités, exclus de l'accès aux voitures électriques, les milieux naturels et les espèces non humaines, dont on saccagera l'habitat, les générations futures qui, si elles ont encore accès à une ressource raréfiée, la paieront très cher. Cette question de l'exclusion par le prix est déjà à l'œuvre. Si l'humanité a besoin de 1,7 terres et le français moyen de 2,9 terres, c'est probablement que beaucoup d'autres humains n'ont pas accès aux mêmes ressources que nous, comme en témoigne l'absence de ces très nombreux pays dans la rosace des jours du dépassement. Essayons d'affronter cette réalité de plus près à travers la distribution du PIB dans le monde. Le PIB, c'est la traduction monétaire de toutes nos consommations individuelles et collectives. Malgré tous ses défauts, le PIB mondial constitue une bonne illustration de notre pression humaine sur la planète. Les PIB des États, surtout s'ils sont calculés en parité de pouvoir d'achat, sont une bonne approximation des consommations respectives dans les différents pays. Le PIB par habitant en parité de pouvoir d'achat est un indicateur très significatif du pouvoir de vivre des habitants d'un pays. Le classement des pays suivant ce critère représente bien les pressions relatives que nous exerçons sur la planète et donc nos responsabilités respectives. Ce graphe représente la répartition des pays par tranche de PIB PPA par habitant. La hauteur des barres indique le nombre d'humains habitant un pays concerné par la tranche. Voyez où se situe la France. Il y a quelques pays mieux lotis, certes, mais beaucoup de plus déshérités. La barre orange regroupe tous les habitants de l'Inde et d'autres pays. La barre jaune représente tous les habitants de la Chine et d'autres pays. Mais dans chaque pays, compte tenu des disparités sociales, la population peut être répartie en une dizaine de tranches de PIB PPA par habitant. Ce que symbolise le triangle jaune pour la Chine, par exemple. On peut enfin obtenir le cumul des populations vivant en dessous ou au-dessus d'un certain niveau de vie, indépendamment de leur pays d'origine. Le français moyen dispose de 44 000 $ PPA par an. Seuls 800 millions d'humains vivent avec plus, dont de nombreux Français, bien sûr.
4 milliards d'humains vivent avec moins de 11 200, 2 milliards avec moins de 5 600 et environ 900 millions vivent avec moins de 2 800. 800 millions avec plus de 44 000, 900 millions avec moins de 2 800, un rapport de 15 entre les deux. Moins de 2 800 $ PPA par an, cela équivaut à moins de 8 $ par jour, y compris les dépenses de l'État. Les chiffres sont terribles, mais cohérents et la réalité obstinée. Ces 800 millions d'humains sous-nutris, ces 2 ou 4 milliards d'humains déshérités, aspirent légitimement au même niveau de vie que nous. Imaginons que tous les humains vivent comme les Hongrois, Polonais ou Malaisiens. La situation serait parfaitement égalitaire. Mais, d'une part, nous aurions besoin d'environ 2,6 terres, d'autre part, le PIB mondial serait multiplié par 2,8. Vitesse de disparition des milieux naturels, vitesse d'épuisement des ressources non renouvelables, aggravation des pollutions diverses, tout cela multiplié par 2,8, alors que le rythme est déjà infernal et insoutenable. 30 000 $ PPA par an, cela signifie pour nous une diminution de 30% du pouvoir de vivre des Français. Mais non pas simplement une diminution de 30% de nos revenus, mais de toutes nos consommations individuelles et collectives, sécurité sociale, école, transport. Multiplié par 2,6, multiplié par 2,8, et nous sommes déjà en surchauffe. Pour un tel scénario de justice, de respect et de restauration des équilibres naturels, nous sommes juste 3 à 4 fois trop nombreux. Le propos n'est évidemment pas de justifier l'inacceptable injustice sociale, mais de montrer à quel point nous sommes au bord de la rupture. Notre problème est avant tout un problème d'ordre de grandeur. S'interroger sur le comment, c'est vertueux, mais après avoir pris conscience du combien. Plusieurs équipes de chercheurs se sont interrogées sur l'efficacité relative d'agir sur la consommation ou d'agir sur la démographie, pour limiter notre pression sur la planète, ou plus exactement sur un des descripteurs majeurs de notre pression, les émissions de CO2. D'ailleurs, toutes les autres pressions pourraient très bien être traitées avec la même méthodologie. La question qui se pose est donc la suivante. Combien de tonnes de CO2 émises sont économisées sur la base d'analyse du cycle de vie complet si nous réalisons des actions a priori vertueuses? Par exemple, vivre sans aucune voiture individuelle nous permettrait d'économiser 2,4 tonnes de CO2 par an et par habitant. Manger intégralement végétarien permettrait d'économiser 0,8 tonnes, et vous voyez dans le tableau de nombreux autres exemples. La somme de ces renoncements vertueux donne une réduction de 8,6 tonnes par an et par habitant de nos émissions. Il ne s'agit pas de petits arrangements à la marge, mais d'un bouleversement radical de nos modes de vie. Acceptons un instant de nous poser cette autre question. Combien la société économiserait-elle de CO2 si nous acceptions d'avoir un enfant de moins au cours de notre vie? Avec le même type d'hypothèse que ci-dessus, nous obtenons moins 57 tonnes. Le calcul a été réalisé avec les données démographiques réelles des pays les plus riches, évolution de la fertilité, de la mortalité, et un scénario moyen pour les émissions futures. Avoir un enfant de moins est 24 fois plus efficace que de renoncer totalement à la voiture individuelle. Mais d'où vient cet énorme effet de levier? Comment expliquer simplement, et surtout sans heurter les consciences sur un sujet sensible, la responsabilité reproductive? En fait, lorsque vous décidez d'avoir un enfant, vous lui donnez à lui-même, puis à vos petits-enfants, la possibilité de se reproduire et de consommer.
l'effet d'un enfant de plus est très supérieur à votre consommation propre. Comment est-ce possible? Vous n'auriez pas un exemple, quelque chose pour illustrer? Évidemment, l'histoire de grand-mère Mathilde. Comme elle a toujours été sensible à ces questions, grand-mère Mathilde assume la responsabilité de sa propre consommation, bien sûr. Maintenant, j'ai 2 merveilleux enfants. Je partage avec leur père la responsabilité de la consommation de ma fille et de mon fils, conséquence de mon choix reproductif. À ce stade, ma responsabilité est de 2 consommateurs. Je partage avec leurs 3 autres grands-parents la responsabilité d'un quart de la consommation de chacun de mes 4 petits-enfants. À ce stade, ma responsabilité est de 3 consommateurs. Mais ça va durer jusqu'où cette affaire? Évidemment, il en serait de même pour la génération suivante, ce qui pourrait monter ma responsabilité à 4 consommateurs. Mais je ne suis pas éternelle, et ma mort entraîne un consommateur en moins. Finalement, ma responsabilité se stabilise à 3 consommateurs, dans ce cas de juste renouvellement des générations, fertilité de 2 enfants par femme. En revanche, ma responsabilité s'accroîtra au fil du temps si le taux de fertilité perdure nettement au-delà de 2 enfants par femme. A contrario, ma responsabilité diminuera de génération en génération si le taux de fertilité chute en dessous de 2 enfants par femme. Ce qui est gênant dans ce raisonnement est le terme de responsabilité. Je me sens bien responsable, par mon choix initial, des conséquences futures en termes de potentiel démographique et consumériste, mais pas des décisions personnelles de mes enfants et petits-enfants d'être vertueux ou irresponsables. Exact. Et c'est pourquoi le calcul n'anticipe pas comment vos enfants vont consommer, mais comment, en moyenne, les enfants de cette génération vont se reproduire et consommer, suivant les prévisions de l'ONU et les prévisions de rejet de CO2 de cette génération. En fait, nous avons une responsabilité personnelle sur le fait de procréer et une responsabilité statistique, sociétale, sur la suite des événements que nous ne contrôlons plus. Mais c'est bien moi qui ai eu la responsabilité d'enclencher cette chaîne, qui aura des répercussions sociétales sur plusieurs générations. Mes petits-enfants et arrière-petits-enfants consommeront statistiquement comme la moyenne des consommateurs de leur génération. Cela n'enlève rien à la liberté d'un de mes arrière-petits-enfants d'être particulièrement vertueux ou à l'autre de succomber aux sirènes de la consommation. Cela n'enlève rien au libre arbitre de mes enfants d'avoir 1, 2 ou 3 enfants. Responsable de l'effet de 3 consommateurs dans le cadre du simple renouvellement des générations, un grand-père américain est aujourd'hui responsable non de sa propre pression durant sa vie, mais de 5,6 fois sa propre pression. En effet, le PIB par habitant et donc la pression par habitant augmente jusqu'ici de génération en génération. Avoir un enfant de moins est 24 fois plus efficace que de renoncer à la voiture individuelle. Est-ce à dire que nos actions individuelles, hors démographie, ne servent à rien? Certainement pas. Tous les actes personnels et collectifs sont indispensables pour la planète et les générations futures. Ils doivent être mis en œuvre, amplifiés, ne serait-ce que par leur valeur d'exemplarité et donc de possibilité de duplication, de diffusion dans l'ensemble de la population. Nous devons aussi agir fermement en tant qu'Européens, car notre contribution aux consuméristes est bien au-dessus de la moyenne mondiale. Mais ne nous berçons pas d'illusions. Les ordres de grandeur des progrès à réaliser en termes d'économie de consommation individuelle sont vertigineux. Et seule une infime minorité d'entre nous, si elle existe, acceptera de diviser par 5 ou 6 son pouvoir de vivre. Croire que l'on va sortir l'humanité du marasme en agissant que sur la consommation est un leurre. Nous devons agir fermement, rapidement et simultanément sur les 2 termes. Démographie, consommation, à moins qu'il existe une 3e issue de secours à cette impasse. Le progrès scientifique et technique
va résoudre tous nos problèmes. Sans doute la science peut-elle aider à limiter certains effets néfastes de la croissance économique et démographique, mais encore une fois, les ordres de grandeur sont souvent inconsciemment négligés car hors de portée. De plus, le progrès consiste souvent à déplacer le problème, car nous raisonnons spontanément en solution immédiate et non après une réflexion systémique sur la cause du problème identifié. Petit florilège des fausses bonnes idées parmi des centaines d'autres. Le réchauffement assèche nos cultures. J'accrois l'irrigation. Il n'y a plus assez d'eau. Je crée des barrages. Il n'y a plus assez de neige. Je fais de la neige artificielle. Il n'y a plus assez d'eau pour faire de la neige. Je fais des bassines en altitude. Il y a trop de monde sur la plage. J'invente le jet ski. On ne peut plus circuler en ville. Je crée des taxis volants. La voiture thermique pollue et surtout le pétrole s'épuise. Je fais des voitures électriques. Oh mince, il n'y a plus assez d'électricité. Je dispose 5000 éoliennes en mer. Mais il n'y a plus assez de cobalt. J'épuise le nickel. Les poissons sauvages s'effondrent. Je fais des plus grands filets et des bateaux-usines. Les barrages conduisent au retrait du trait de côte. Je crée des digues. Et la toujours appréciée tarte à la crème, la Terre devient inhabitable. Pas grave, j'irai sur Mars. Prise isolément, chacune de ces solutions peut apparaître rationnelle, puisqu'elle semble répondre aux problèmes posés et, qui plus est, apparemment de façon rapide. Sauf pour Mars, probablement. Ce mode de pensée est aujourd'hui totalement inadapté, car nous n'avons pas un problème à résoudre, ni même une somme de problèmes indépendants, mais un maillage de problèmes qui pointent tous dans une même direction, la surexploitation d'une planète aux dimensions finies. Ce ne sont pas les voitures électriques, ni même les éoliennes qui sont en cause, mais leur nombre. Ces technologies ne changeront rien au fait qu'une infime minorité aura accès au luxe de ne pas polluer. Et les 4 autres milliards, que feront-ils pour se déplacer sans batterie? Avec quel cuivre pour leur amener suffisamment d'électricité? Avec quel néodyme pour leurs éoliennes? Avec quelle terre rare pour leurs panneaux photovoltaïques? De plus, ces technologies ne changeront rien à notre impact sur la biodiversité. Le progrès scientifique ne résoudra pas à notre place tous nos écueils si nous ne nous interrogeons pas sur notre passé, sur les causes profondes de l'impasse évolutive dans laquelle nous nous enfonçons. Mais il nous sera sans doute indispensable lorsque nous aurons changé de philosophie pour nous aider à reconstruire une autre vision. Alors comment sommes-nous arrivés là? Comment avons-nous pu laisser pourrir à ce point la situation pour aboutir à épuiser les ressources minérales, à exterminer 67% des vertébrés sauvages sur Terre, à se retrouver avec un tel niveau d'injustice internationale, à tendre inexorablement vers une surchauffe climatique sans précédent qui rendra une partie de la planète inhabitable. Dès le début régnait la peur de la nature, menaçante et surtout imprévisible. Alors Zeus donna aux hommes la faculté de maîtriser le feu pour pallier ses faiblesses chroniques. Tentant de rééquilibrer une nature vécue comme trop puissante, Zeus venait de donner un signal, interprété par le monde méditerranéen comme un blanc-seing pour conquérir le monde, pour se rendre maître et possesseur de la nature. La sédentarisation facilita l'usage du feu pour les premières industries de céramique et de métallurgie. La domestication des animaux et des plantes semblait asseoir à tout jamais le statut de l'homme comme espèce chérie des dieux et d'essence supérieure. C'était bien avant les premières religions monothéistes, mais celles-ci ne firent que renforcer cette tendance à l'anthropocentrisme. La ville offrait la possibilité de faire des stocks pour pallier les aléas naturels. Feu, industrie, domestication, stockage, la nature semblait vaincue. Il y avait dorénavant d'un côté l'homme, la culture, l'économie, la politique, et par ailleurs la nature, à contrôler, à exploiter, comme source quasiment infinie pour satisfaire les besoins exclusifs d'une humanité en croissance. Et d'ailleurs, comment douter de cette suprématie sans partage?
Tout avait si bien commencé, modestement quelque part en Anatolie ou dans le croissant fertile. Mais bientôt, l'Eurasie apparut bien exiguë. Les ressources se raréfiaient localement d'abord, puis de façon plus ou moins généralisée. On se battait souvent dans cette arène trop petite pour quelques provinces ou mines de cuivre. Famine et épidémies commençaient à faire de gros ravages dans un monde à la population de plus en plus dense. Personne n'y vit un premier avertissement, une limite inéluctable dans une géométrie restreinte, l'Eurasie. À l'époque, la question migratoire agitait déjà la classe politique, mais pas dans le même sens. Alors on conquit de nouveaux horizons, on migra en nombre pour épuiser ailleurs ce que nous avions dilapidé chez nous. Et puis il faut bien se rendre à l'évidence, ce n'est pas l'Eurasie mais la Terre qui est de dimension finie. Et ce n'est pas faute de l'avoir parcourue, fragmentée en tous sens. L'évolution démographique de l'espèce humaine est sans doute la manifestation la plus évidente de l'anthropocentrisme, de cette suprématie autoproclamée. La nature est censée compenser éternellement notre incapacité à nous maîtriser, car nous nous obstinons à croire depuis 5000 ans qu'elle nous appartient, qu'il est d'inspiration divine de la contrôler, de l'exploiter jusqu'à la dernière goutte, et que nos gènes sont par essence supérieurs aux autres. Nous nous sommes engouffrés dans une impasse. La Terre est intégralement conquise, exploitée, les ressources s'épuisent, la finitude géométrique, la finitude des gisements minéraux, la finitude même du volume des océans et de l'atmosphère s'impose à nous. Aujourd'hui, ce n'est pas la nature qui nous menace, mais nous qui écrasons la nature. Pourra-t-on admettre un jour que l'espèce humaine n'a pas tous les droits ? Ce n'est pas la nature qui se retourne contre nous, mais notre incapacité à admettre que nous ne sommes qu'un élément d'un immense maillage fait de milliards d'interactions entre des millions d'espèces vivantes. Ce n'est pas d'un surplus de technologie dont nous avons besoin dans l'immédiat. Ce n'est pas de nouvelles politiques toutes plus productivistes et anthropocentriques les unes que les autres, mais d'une rupture philosophique, d'une nouvelle ontologie, d'une nouvelle vision des relations entre l'homme et le reste du vivant. Cette nature n'a rien de figé. Pour survivre, elle doit pouvoir continuer à s'adapter comme elle l'a fait pendant 3 milliards d'années, pas 3000 ans. Et l'intérêt bien compris de l'homme est d'interférer au minimum avec ce processus ancestral, l'évolution naturelle. La nature n'a pas pour vocation de satisfaire les hommes. La nature est issue de processus physiques et chimiques qui ont abouti au perfectionnement progressif des espèces sous l'effet du hasard des mutations et de la sélection naturelle, rendue possible par la libre évolution. L'homme n'en est qu'un élément parmi des millions d'autres. S'il oublie d'où il vient, s'il oublie qu'il partage le sort de ces millions d'autres espèces avec lesquelles il a coévolué, l'homme s'expose à un avenir qui n'aura rien de radieux. S'opposer au principe même qui nous a construits est sans doute la pire des vanités qui pourrait bien nous être fatale. Par notre démographie qui fragmente les écosystèmes, nous bouleversons les règles de l'évolution naturelle, un risque majeur pour la planète. Si l'homme a besoin de la nature n'a absolument pas besoin de l'homme pour poursuivre sa marche évolutive vers le perfectionnement des espèces. Tout ce dont la nature a besoin, c'est d'espace en libre évolution. Pour cela, l'homme serait bien avisé de se replier en bon ordre, réduire volontairement son empreinte pour arrêter une guerre sans issue contre le mécanisme même qui a permis son émergence. Cela passe par une réduction progressive, volontariste, bien comprise et acceptée de sa démographie et de son expansion géographique. De toute façon, tôt ou tard, il faudra adapter notre population aux ressources résiduelles de la planète, alors autant commencer rapidement, tant que ces ressources demeurent suffisantes, que nous avons encore la possibilité de gérer démocratiquement le reflux. À force de surcharger la barque, notre bateau devient ingouvernable. Il serait bon de réduire la surcharge pour retrouver rapidement de la manœuvrabilité. Le vent de tempête souffle déjà très fort et ne peut que se renforcer.